Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonsoir et bienvenue dans 24 heures en Alsace. Ravi de vous retrouver pour une heure de direct. Au programme de cette émission du cinéma, avec l'équipe du film Une sirène à Paris, une histoire d'amour peu banale entre un crooner et une sirène, écrite et mise en scène par Mathias Malzieu, chanteur du groupe Dionysos. Et un peu moins de tendresse, plus d'agressivité ensuite dans le magazine Sport, d'abord avec une soirée de boxe française à Saverne, mais aussi avec un Alsacien qui se bat pour un rêve, celui des Jeux Olympiques. Et puis, en fin d'émission, comme chaque lundi, ce sera l'heure de la pause culinaire avec Nicolas Riffel. Ce soir, c'est recettes végétales avec le chef Éric Girardin. Mais avant cela, un point sur l'actualité avec Anna Britz. Bonsoir à tous et dans ce JT, nous vous proposerons une page spéciale consacrée au Salon de l'Agriculture de Paris qui a ouvert ses portes samedi pour 9 jours. Et l'Alsace est présente en force pour cette 57e édition, comme nous le verrons avec notre envoyé spécial. 15 minutes pour relier la gare de Strasbourg au Parlement européen, c'est la promesse de la nouvelle ligne de bus H mise en service ce matin. Mais pour commencer ce JT, nous allons revenir sur l'actualité de ce week-end. Le premier réacteur de la centrale de Fessenheim a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi. Du côté des antinucléaires, c'est évidemment le soulagement. Les élus du territoire et les salariés de la centrale s'inquiètent en revanche des conséquences économiques et de l'avenir. Fanny Kuhn était sur place. Bonnet rouge, banderole à la main, les élus du territoire Rhin-Brisac sont venus manifester leur mécontentement devant la centrale nucléaire de Fessenheim ce matin. Le premier réacteur de la plus vieille centrale de France a été mis à l'arrêt dans la nuit. Un arrêt prévu de longue date, mais qui n'en reste pas moins contesté ici. Les élus craignent la mort du territoire. Quand bien même un projet de technocentre émerge, on va avoir un trou d'air de 10 ans. Donc pendant 10 ans, comment est-ce qu'on va occuper une partie des salariés qui ne veulent pas se déplacer sur d'autres sites, qui veulent rester sur ce territoire-là? Ils seront forcément sur le marché du travail. Donc on va perdre aussi des compétences qui auraient pu être utiles dans la continuité de la filière nucléaire, mais celle du démantèlement. Enfin, c'est comme une mort annoncée, quoi. Le jour où ça arrive, c'est triste. Et je suis vraiment très triste pour l'ensemble des collaborateurs parce que ça fait quelques années qu'on travaille avec eux. C'est une entreprise qui fonctionnait bien, qui avait encore une durée de vie. Simplement qu'on sacrifie sur une hôtel politique qu'on a du mal à comprendre ici au niveau du territoire. À l'occasion d'une conférence de presse, le président de la communauté de communes a rappelé les difficultés financières auxquelles le territoire pourrait faire face ces prochaines années. 2,9 millions d'euros sont versés chaque année par les communes au Fonds national des garanties individuelles de ressources, le FNGIR. Avec l'arrêt de la centrale, les élus craignent une asphyxie fiscale, une question financière qu'ils jugent déterminante pour la reconversion du territoire. Nous voulons rappeler fermement au gouvernement, comme nous le faisons depuis plusieurs mois maintenant, que nous ne renoncerons pas à la bataille contre cette aberration fiscale qui va conduire notre territoire à une véritable impasse financière si cette question du FNGIR n'est pas réglée. Le territoire devra continuer à verser 2,9 millions d'euros, même lorsqu'il ne percevra plus de recettes fiscales liées au CNPE, liées à la centrale nucléaire. Cette centrale, si rien n'est fait, à terme, à long terme, coûtera plus cher au territoire que ce qu'elle a rapporté durant sa période d'exploitation. Si le sort de la plus vieille centrale nucléaire de France est désormais scellé, les élus sont décidés à poursuivre la lutte pour leur territoire. Le second réacteur s'arrêtera définitivement le 30 juin. Depuis 4h30 ce matin, les bus à haut niveau de service de la nouvelle ligne H ont débuté leur service. Ces bus 100% électriques, une première à Strasbourg, relient la gare centrale jusqu'au Parlement européen en passant par le parc des expositions et l'Orénus. Camille Roland et Cécile Motz sont montés à bord. Ils sont verts, 100% électriques et depuis ce matin, ils ont rejoint la flotte des bus de la CTS. Les va-et-vient de ces 12 nouvelles recrues s'enchaînent entre la gare et le Parlement européen. Et conduire un bus à haut niveau de service de la nouvelle ligne H, ce n'est pas comme être au volant de n'importe quel véhicule. La principale nouveauté est visible aux arrêts. Le bus est équipé d'un système d'accostage. Des déplacements parfois en crabe et donc il faut faire un petit peu attention.
Et justement, porte-à-faux à l'arrière, le véhicule il chasse un peu, il faut vraiment regarder. L'utilisation est très très simple, hein. Il y a juste l'accostage au niveau des arrêts. Après, il y a la prise en compte au niveau des feux rouges aussi. On est presque comme le tram, on a une priorité. Et justement, il y a cette prise en compte qui nous aide. Pierre fait partie des 86 conducteurs de la compagnie de transport strasbourgeois formés. Ces bus de 12 mètres peuvent accueillir jusqu'à 95 usagers et ils suivent un parcours prioritaire. L'objectif de la ligne H, fluidifier le trafic. C'est un complément important sur le réseau, hein, puisque ça va permettre à la fois de mieux desservir une liaison importante entre la gare, le centre-ville de Strasbourg et ce secteur qui se développe énormément. Ça permettra aussi de donner une opportunité supplémentaire pour nos clients, pour eux de gagner du temps de déplacement et pour nous de désaturer un peu notre réseau tramway en centre-ville qui est quand même extrêmement chargé. Faciliter l'accès à des infrastructures comme le parc des expositions, le théâtre du Maillon ou encore le Rhenus, c'est aussi la mission de ce bus qui dessert 10 stations. Un bus qui vient inaugurer aussi de nouvelles formes de transport avec des trajets plus rapides, qui évitent évidemment le nœud de la place d'Homme de Fer, mais qui vise, je veux dire, à faire en sorte que les gens aient plus de confort encore dans les transports en commun. On est toujours sur le même rythme, essayer de réduire la nature des pollutions sur notre territoire. Je veux dire que ce soit intramuros ou au-delà, à travers le transport à la demande qu'on a mis en place récemment. Pour l'instant, sur la ligne H, un bus passe toutes les 8 à 10 minutes, mais cette fréquence devrait s'intensifier. Ces véhicules s'inscrivent dans la politique de la ville et de l'Eurométropole de rouler 100% propre d'ici 2025. Et puis prenons maintenant la direction de Paris pour le Salon de l'Agriculture, un rendez-vous incontournable pour de nombreux producteurs, éleveurs et exposants. Le salon a ouvert ses portes samedi matin et il devrait accueillir quelques 600 000 visiteurs d'ici dimanche. Et cette année, l'Alsace est venue en force, comme nous le montre Nora Boiriois. Au Salon de l'Agriculture, il y a des choses immuables. Les animaux, les groupes de folklore traditionnels, les concours. Et puis au détour d'une allée, il y a chaque année quelques nouveautés. Cette année, elle s'appelle Alsace. Un retour sur le stand Grand Est à grand renfort de colombage et de visuels pensés spécialement pour l'occasion. De quoi aider les visiteurs à mieux identifier l'espace de vente réservé aux Bas-Rhin et aux Rhin. Vous avez remarqué justement ce changement de design sur les stands alsaciens ? Oui, on trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup plus traditionnel. Ça ressemble beaucoup plus à l'Alsace et on aime beaucoup. Non, franchement, c'est très bien. Moi, ça fait plusieurs années que je viens. Et là, les stands, effectivement, rappellent avec les colombages et autres, vraiment l'Alsace. Ce qui différencie l'Alsace au milieu de la région Grand Est. J'avoue que j'ai pas trop remarqué. C'est vrai que l'Alsace, maintenant, fait partie d'une grande région, le Grand Est. Mais l'Alsace, c'est quand même l'Alsace, on la remarque quand même. Mais derrière ces nouvelles facettes, les fondamentaux sont bien là. Kouglof, bretzel, choucroute sont chargés de séduire les papilles du visiteur. Le village Alsace compte au total 13 exposants. Parmi eux, le marché de Rigvir qui participe déjà pour la 17e fois au Salon de l'Agriculture. On est présent 7 fois dans l'année à Paris. Donc sur des salons de la gastronomie, type salon Saveur, salon Mérévigne. Être présent au salon d'agriculture, je crois que c'est important. Et beaucoup de gens passent nous voir et puis nous disent bonjour et puis je les revois 2-3 fois dans l'année. Donc c'est bien d'être présent pour nous. La maison alsacienne de biscuiterie, présente depuis plus de 20 ans, peut compter aussi sur sa clientèle fidèle qui revient d'année en année. Pour elle, l'Alsace n'a jamais véritablement disparu du salon. Je pense que l'Alsace a toujours été présente, avec ou sans le Grand Est. Mais je pense qu'au-delà d'une identité unique, on est aujourd'hui une grande région. Donc nous, ça ne nous a jamais posé de problème. L'Alsace vient aussi en force chaque année avec ses vaches vosgiennes. Cette race, parmi les plus populaires du salon, a failli disparaître dans l'après-guerre et la recherche de productivité. Grâce à un plan de sauvegarde, on compte aujourd'hui plus de 10 000 têtes sur le massif vosgien. Plus d'une vingtaine de vaches vosgiennes ont fait le déplacement d'Alsace, comme Maya et son bébé de 2 mois et demi, Pimpronel. Leur éleveuse, Marie Bruckert, vient pour la première fois représenter sa ferme et son élevage. On a ramené Maya car elle est belle.
Enfin, on l'a trouvée belle, puis visiblement la commission de sélection aussi. Elle correspond très bien aux standards de la race. Elle a déjà aussi de belles formes, comme une femme, de belles formes. Et bon, en plus de ça, elle est très docile. Donc ça aide aussi à préparer à toute la cohue de Paris, quoi. C'est bien de pouvoir monter et présenter notre race, c'est important. Quasiment chaque jour, les vaches vosgiennes défilent sur le petit ring du Hall 1 pour présenter les caractéristiques de cette race à la robe blanche et noire et la tête tachetée. Jérémy Verret et Clément Chubnel ne sont pas à leur première participation au Salon de l'Agriculture et concourent avec leurs 2 bêtes respectives au concours de la race vosgienne. Là, les présentations, déjà, ça montre un peu au grand public, on explique un peu tous les caractéristiques de la race, les montrer. Et en même temps, ça les habitue un petit peu au concours, quoi. Ça les entraîne un peu avant le grand jour. C'est une bête qui est mixte, donc qui donne du lait et de la viande, qui est rustique, et c'est bien qu'ils voient qu'ils les voient là à Paris. Mais si un jour ils viennent en vacances, quoi que ce soit chez nous, que ce soit dans le Grand Est, dans les Vosges, en Alsace, ils peuvent les retrouver et voir leurs caractéristiques, quoi. Car attirer les visiteurs du salon en Alsace, c'est aussi l'objectif de cette opération, menée par les 2 conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et Alsace Destination Tourisme. C'est une première qu'un espace dédié à l'Alsace, Terre Alsace, se trouve dans le hall 4 du salon. On a voulu que dans ce stand alsacien, en fait, on rentre déjà en Alsace. C'est la porte d'entrée de l'Alsace. Ça leur donne un avant-goût de l'Alsace. Vous savez que dans nos objectifs, on dit qu'il faut faire rêver d'Alsace. Faire rêver d'Alsace, ça commence ici. Et le défi, c'est que quand les gens vont venir en Alsace, ça va être encore mieux que dans leurs rêves. Tout au long de ce salon, des cook shows sont animés ici par les chefs de restauration des collèges alsaciens pour valoriser les produits du terroir. Les visiteurs peuvent aussi venir goûter la pomme alsacienne Nati. Nati, c'est un compliment, ça veut dire jolie madame. Ah monsieur, et donc elle vient d'Alsace? Elle vient d'Alsace, c'est la 100% Alsace, produite en Alsace et que en Alsace pour le moment. Merci. Ici, c'est un véritable bout de terre d'Alsace à Paris qui met en avant les métiers et les filières agricoles alsaciens. On est très diversifié en Alsace, donc au moins on a quelque chose à proposer, puisqu'on a toujours voulu au niveau de l'agriculture rester diversifié. Donc on a des fruits et légumes, on a la viticulture, une filière très très importante, on a de l'élevage, et puis au-delà de ça, on a le houblon, on a d'autres productions que d'autres régions ou d'autres départements n'ont pas. Le retour de l'Alsace au Salon de l'Agriculture est aussi un avant-goût de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace qui verra le jour dès le 1er janvier 2021. Dans la continuité des politiques conduites par les 2 départements alsaciens, elle se veut un soutien du monde agricole. C'est très important que l'Alsace reste une terre nourricière. Donc qu'on puisse s'assurer d'avoir des bons produits sains et en proximité, c'est un enjeu majeur. Et pour cela, il faut soutenir les agriculteurs qui se retrouvent aujourd'hui confrontés à l'agribashing, qui se trouvent aujourd'hui confrontés aux sécheresses. Donc beaucoup de nouvelles difficultés à appréhender pour le monde agricole. C'est important d'être à leur côté pour assurer ces transitions-là. Nous avons déjà des aides et souvent très innovantes dans le domaine agricole. Je pense par exemple au dispositif RSA vendange ou RSA cueillette des asperges, des fraises. Je pense aussi aux filières courtes que nous développons pour les EHPAD, que nous développons dans nos collèges. Et puis les aides que nous apportons aux jeunes agriculteurs qui veulent faire connaître l'agriculture à nos Alsaciens, à nos jeunes collégiens alsaciens. Alors ce type d'action, eh bien, nous allons pouvoir les développer encore plus lorsque nous serons collectivité européenne d'Alsace. Les acteurs du monde agricole alsacien espèrent aussi répondre aux exigences des consommateurs, toujours plus soucieux de l'environnement et en quête de confiance. Près d'un quart des exploitations ont une activité de vente en circuit court, soit presque 3000 exploitations en Alsace. Et on termine ce journal comme tous les soirs avec l'image du jour, Cécile Motz. Vous vous sentez l'âme d'un héros? Vous rêvez d'entrer dans les chaussures de Cendrillon ou d'avoir la chevelure à rallonge de Réponse?
Alors, bonne nouvelle pour vous, princes et princesses de notre enfance cherchent interprètes. Le parc à thème Disneyland Paris recrute pour animer ses célèbres personnages, mais aussi pour participer aux nombreuses parades. Et les auditions viennent jusqu'à Strasbourg. Rendez-vous le 19 mars à 10h, salle de la Bourse, pour un casting. Voilà pour l'actualité, merci Anna. On accueille dès à présent nos invités de cette première partie. Il s'agit de l'équipe du film Une sirène à Paris. Bonsoir à tous les trois, installez-vous. On va parler de ce film dans quelques instants, ce sera juste après la météo. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce mardi 25 février et je ne viens pas avec mon lot de bonnes nouvelles cette fois-ci, c'est de la pluie qui nous attend en ce mardi et déjà en matinée, vous le voyez, c'est un ciel bien gris sur l'ensemble du territoire transfrontalier, beaucoup de pluie et d'averses, seulement quelques rayons de soleil prévus sur l'ensemble du Rhin ou encore dans le nord de la Suisse si on a de la chance. Côté Mercure par contre, ça reste doux en ce mardi matin, les températures pourront atteindre les 8 degrés en Alsace, ce sera pour Colmar la maximale, 6 degrés la minimale prévue du côté de Saverne ou encore Sarre-Union, 7 degrés pour Wissembourg, Haguenau, Strasbourg ou encore du côté de Mulhouse. L'après-midi, on reste sur cette lancée avec toujours beaucoup de pluie et pour tout le monde. Par contre, le soleil gagne du terrain, on verra beaucoup plus d'éclaircies sur l'ensemble de l'Alsace. Ça reste très gris par contre du côté d'Offenbourg ou encore de Bâle avec des températures qui ne grimpent que légèrement. En après-midi, on comptera 8 degrés dans le nord du Bas-Rhin, 10 degrés pour Strasbourg, 11 degrés la maximale toujours pour Colmar, 9 degrés du côté de Kingersheim ou encore de Mulhouse. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de mercredi et on garde ce même programme avec toujours de la pluie et un petit peu plus de rayons de soleil dans le sud du territoire alsacien ainsi que dans le sud de la région du Bade-Wurtemberg. Par contre, vous le voyez, les températures, quant à elles, dégringolent. 5 degrés, ce sera la maximale mercredi après-midi au meilleur de la journée. Mardi, nous serons donc le 25 février et nous fêterons les Roméos. Le soleil se lèvera à 7h19 pour se recoucher à 18h05. On gagne encore 3 minutes de soleil. Je vous souhaite à toutes et à tous un super moment sur Alsace 20 et j'ai le plaisir de vous dire à demain. Salut! Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Une sirène à Paris, voilà le titre du film dont nous allons parler dans quelques instants. Lula, la sirène, quitte la scène le temps de la promo pour retrouver Lille à Strasbourg, puisque l'on peut voir le film ce soir en avant-première à l'UGC Cinécité de Strasbourg. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Mathieu Malzieu, vous êtes pas moi. Pardon Mathias, je savais. Non mais j'ai un cousin chelou qui fait des livres, on ne sait pas qui c'est. Je suis Lovray. Mince, pardon. Donc vous êtes le réalisateur. Marilyn Lima, vous êtes l'une des actrices, vous avez le rôle principal dans ce film-là. Et Nicolas Duvauchel, je ne me trompe pas, je vérifie mes notes, sinon voilà. Merci à tous les trois d'être là. Alors en quelques mots, ce film, c'est l'histoire d'amour impossible entre un homme et une sirène. Alors ça se déroule à Paris. Est-ce que c'est un film qui aurait pu être tourné en Alsace? On a aussi de l'eau, des coins un peu bucoliques. Mais c'est vrai que c'est très joli Strasbourg. Là, on est arrivé tout à l'heure en pleine lumière tombante. Là, il y avait encore un petit peu du jaune sur les toits, c'était très beau. Donc cinématographiquement, ça aurait pu. Après, moi, ça m'amusait effectivement Paris, mais c'est vrai que ça aurait été un beau décor de cinéma à Strasbourg. Je vous propose de découvrir ce décor parisien, du coup, dans la bande-annonce. Regardez. Les surprécieux sont ceux dont le pouvoir d'imagination est si puissant qu'ils sont capables de changer le monde. And now, rien que pour vous et exclusivement Flower Burger Boot, un homme qui ne fond jamais, même au contact des plus belles femmes de Paris. C'est magique ici. Alors la pêche, elle était bonne? Non. Moi, je veux pas que vous finissiez tout seul comme moi. Ah, le cœur, ça fait bien longtemps qu'il a explosé. Je ressens plus rien maintenant. L'amour, c'est fini pour moi. Toi, une femme te quitte, tu t'interdis l'amour. T'as un problème avec l'échec. Toi, t'as un problème avec le panache. D'habitude, les hommes qui entendent ma voix tombent si follement amoureux de moi que leur cœur explose. Vous allez mourir, comme tous les autres. Tous. Tous. Vous avez mal au cœur? Non, pas du tout, pas du tout. Picard, hein. Good quality. Il va exploser, ce cœur. Et cette fois pour toujours. Comment ça fait, l'amour? C'est comme de la joie. Ça pique. Très fort.
tellement contente de vous faire aucun effet. Dommage que vous partiez maintenant quand même, parce que moi j'étais immunisé. Et si vous restiez avec moi? Non, c'est trop risqué. Aidez-moi à m'enfuir, s'il vous plaît. Il ne doit plus me voir, sinon il va mourir. Allez au putain! Vous êtes complètement sous son emprise. Elle est en train de vous tuer. T'as l'air d'un zombie là, rentre chez toi. T'as déjà vu un zombie qui rentre se coucher? Marilyn Lima, je vous ai entendu redonner quelques répliques, c'est comme si vous y étiez, c'est ça? Le tournage était il n'y a pas longtemps, donc tout est encore très frais dans nos têtes. C'est vrai. Justement, votre personnage, c'est celui qui évolue le plus, je trouve, durant le film. Vous passez de quelqu'un de très timide à quelqu'un de plus ouverte et voire amoureuse. Je pense que nos deux personnages évoluent tous les deux, en fait. Je pense que l'un sans l'autre ne peuvent pas évoluer autant. Donc on a besoin de s'équilibrer, en fait. Comment ça s'est passé, justement, cette alchimie entre vous deux durant le tournage? C'est vrai que c'était une grande inconnue, parce qu'on savait comment ça se passait entre deux personnes, mais très bien. Et puis on avait un magnifique chef d'orchestre qui était Mathias, voilà, et qui vraiment a mis une ambiance incroyable, et puis avec voilà, toute sa délicatesse, toute sa bienveillance. C'est des mots qui paraissent un peu désuets, mais qui sont rares dans le cinéma, et puis on peut aussi faire du beau cinéma dans la joie. Bon, il y a eu quelques heures sur les tournages, il y a toujours quelques tensions, mais voilà, la bienveillance de Mathias et l'envie qu'on avait tous de le faire, voilà, c'est ce qui transparaît à l'écran. Alors là, pourquoi le choix d'une sirène? Je découvre, pourquoi la sirène? Alors, en fait, moi j'avais envie d'une métaphore de ce qui peut vous arriver de pire et de mieux quand vous avez eu le cœur brisé et que vous avez été très amoureux d'une femme et que vous êtes chanteur et que vous êtes tout le temps tombé amoureux de chanteuses. Du coup, le plus dangereux qui peut vous arriver, c'est une sirène. C'est une femme qui fait tomber les hommes amoureux avec leur voix. Donc la métaphore fonctionnait à plein pour moi. Et en plus, du coup, ça permettait de parfumer le film d'une ambiance un petit peu onirique et d'un décalage. Ça me permettait aussi d'avoir une dimension un peu comique, parce que c'était pas un film de sirène dans les océans tout le temps, etc. Elle se trouvait échouée à Paris, et lui l'a ramenée dans sa salle de bain, il lui faisait du poisson pané à manger. Picard, hein, évidemment. Donc, en fait, ça m'aidait en fait, à raconter le réel un peu plus fort et en s'amusant avec. Oui, il y a des scènes très, très drôles quand vous la recueillez chez vous, dans votre salle de bain, notamment aussi avec votre voisine. Il y a des passages comme ça où on passe de scènes romantiques à des passages très drôles au final. Eh oui, ah oui, c'est vrai, mais c'est romantique l'humour. Complètement. En fait, c'est ce qui crée le lien entre déjà un film et un spectateur, mais entre des personnages et dans une vraie histoire d'amour dans la vraie vie. Ah oui, si on rigole pas, on est foutu. Le romantisme, c'est pas toujours se regarder comme ça et croire que c'est pas ça du tout. Pour moi, c'est pareil. Donc il faut qu'on se marre un peu. C'est même fonction narrative, je crois. Et c'est même dans des films comme Charlie Chaplin, pourquoi on pleure? Parce qu'on a ri, justement. C'est ce contraste-là qui joue. Et justement, est-ce qu'il y avait peut-être des messages que vous souhaitiez faire passer au travers de ce film? Je pense notamment peut-être à « Faut toujours croire en l'amour ». Vous êtes, Gaspard, dans ce rôle-là, quelqu'un de désespéré, qui a le cœur brisé et qui, final, un peu par hasard, se rend compte que c'est possible de finalement retrouver l'amour. Oui, c'est vrai, moi on a la même vision avec Mathias, c'est pareil que quand on a un accident de moto, qu'est-ce qu'on fait? On reste chez soi après, ou on remonte sur la moto, c'est ça un peu, et puis voilà, le fait de rencontrer cette sirène pour lui, voilà, et au début il est dans le déni, et après c'est quoi, voilà, on a eu des histoires de cœur qui sont mal passées, c'est quoi, c'est rester malheureux toute sa vie, ou réessayer, et après voilà, les choses, c'est comme en amour, quoi, les choses arrivent comme ça par hasard, quand on cherche l'amour on le trouve pas, et quand on cherche pas, souvent ça arrive, donc voilà, après il faut être voilà, exactement, c'est ça. C'est sur la question, c'est vraiment un film sur le courage de recommencer, sur la résilience quand on a eu traumatisme de quelque chose, quel que soit le deuil, qu'il soit amoureux ou autre, comment on fait pour recommencer? Et ce que j'aimais, c'est que l'un l'autre s'aide à recommencer alors qu'ils se mettent en danger. Donc c'est pas juste quelqu'un qui vient aider l'autre tout simplement à se remettre comme une rééducation aux maisons de retraite, quoi. C'est l'inverse, il y a un danger, il y a une aventure au sens propre comme au sens figuré dans le film et entre eux.
Justement, vous-même, vous apprenez par exemple à découvrir plutôt la vie normale, quoi, hors de l'eau. Bah oui, elle a plus l'habitude d'être dans les océans ou sur les bateaux des marins pêcheurs, donc se retrouver dans une baignoire ou sur une péniche, oui, c'est sûr, elle découvre tout, quoi. Ce film, c'est aussi un livre, c'est d'abord un livre, c'est un disque aussi, comment ça s'est passé? Ça s'est passé tout en même temps. C'est un grand désir de raconter cette histoire. Du coup, j'avais besoin d'un 360, de tout faire en même temps, comme si je faisais à manger pour mes amis, et cuisiner, et que je faisais les entrées, le plat et le dessert en même temps. Je n'avais pas envie de me concentrer sur uniquement quelque chose. C'est pour tout le mois, là. Et là... Parce que, non, puis en tant que comédien, c'est vraiment génial de pouvoir se nourrir de tout ça, de ses chansons, du scénario, de lire le livre en même temps. C'est les forces créatives incroyables, Mathias. Et pour un comédien, c'est génial de pouvoir être nourri comme ça. Et puis il est passionné par ce qu'il fait. Et comme il a tout fait, on peut lui poser une question à n'importe quelle heure, quoi. C'est juste, c'est génial, quoi. Il le transmet, oui. Ouais. Moi, c'était mon grand rêve, que justement de voir tout ce que j'avais imaginé incarné pour de vrai. J'avais eu la chance déjà de faire un film d'animation. Et j'avais déjà adoré ça. Mais ce que j'avais préféré, c'est diriger les voix et les animateurs. Donc mon grand rêve, c'était de pouvoir... faire une histoire avec des comédiens. Dès que j'ai eu cette histoire, on m'a dit « Ah ben justement, c'est un conte, peut-être l'animation. » Et non, je voulais vraiment une vraie sirène et un vrai amoureux de chair et d'os, comme ça. Et ils m'ont offert ce cadeau extraordinaire d'avoir l'impression de mon livre qui s'ouvre en pop-up, comme il s'ouvre en pop-up pour de vrai dans le film. Comme ça, les images prennent forme. Et c'était aussi la métaphore de ce que j'ai vécu sur le plateau. À partir du moment où j'ai dit action, voilà, le livre s'est transformé en réel. Il y a quand même eu un point de départ dans tout ça. C'était quoi? Plutôt l'écriture, une première note? Non, vous disiez c'est vraiment un combo de tout ça. Il faut quand même qu'il y ait... En fait, il y a plusieurs petits points de départ et il y a une fusion qui se fait. C'est comme un peu une fécondation, quoi. Il y a plein de petites choses qui se passent et qui circulent. Mais c'est vrai que je me rappelle la première fois où je me suis complètement excité avec cette histoire. C'est quand j'imaginais Gaspard ramener la sirène chez lui et lui faire du poisson pané. Et débarquer avec son plateau, et elle qui fait, par une espèce de politesse décalée, semblant de trouver ça plutôt bon, et lui qui met un enthousiasme à faire manger du poisson pané à une sirène. C'est très, très, très drôle. Ouais. Et en fait, il y a la drôlerie, en même temps, il y a le quiproquo amoureux qui commence à rentrer, parce que lui, il est en danger de mort avec elle, mais il s'occupe d'elle. Et elle croit qu'elle a été faite prisonnière, mais lui, il s'occupe d'elle gentiment. Donc en fait, et j'aime en fait toute cette partie du film où chacun ne dit pas ce qu'il pense, mais que le spectateur le comprend. Et puis finalement, le puzzle émotionnel se met en place un peu plus tard. Je propose d'écouter justement quelques notes de l'une des musiques que l'on entend dans le film. Alors c'est... voilà, si vous pouvez peut-être nous en parler de ce titre. La chanson titre, Une sirène à Paris. C'est la première qu'on a enregistrée effectivement avec Marilyn et Nicolas. Et c'était un moment génial, quoi. Vous chantiez à la base Moi oui, j'ai chanté. J'avais un groupe de métal pendant presque 10 ans, ouais, de 96 à 2006. Ouais. Donc bon, chanter dans un autre registre, mais bon, ça reste du chant quand même. Je ne vais pas me contredire, mais c'est vrai que oui, puis c'était vraiment agréable de pouvoir faire ça, puis ça nous a soudés tout de suite, ça a tout de suite mis dans l'ambiance du tournage, et c'est vrai que ça a donné une très belle première note au film, quoi. Voilà. Et l'album s'appelle... Oui, on l'entend également dans le film. Ouais. L'album s'appelle Surpriser, alors c'est... Surpriser. C'est la version voilà. C'est l'américaine de l'Alsace. C'est en quelques mots avant de terminer, comment est-ce qu'on décrit ça? J'ai adoré la définition de ce terme-là, surpriser. Alors excusez-moi. Surprisier. Alors mais c'est normal, c'est un petit néologisme, donc c'est normal que les gens fassent des petites fautes dessus et c'est rigolo. Mais l'idée, c'est vraiment ceux dont l'imagination ont une imagination si puissante qu'elle peut changer le monde. Alors là, c'est s'arrêter là, c'était un pur conte, mais au moins changer leur propre monde, ce qui constitue un excellent début. Voilà. Et en fait, du coup, ça met la petite nuance qui permet de voir qu'on n'est pas juste dans un conte, mais aussi dans la réalité, et que si chacun, comme on fait des efforts pour l'écologie, pour la planète, chacun à son niveau essaye de faire un petit quelque chose, ça peut aider. Dans la capacité d'émerveillement, dans l'imagination, il y a peut-être une écologie émotionnelle aussi pour arriver à faire un peu mieux, à s'émerveiller, même dans les temps troublés qu'on traverse en ce moment et à l'échelle nationale et sociale.
Eh bien, si tout ça vous a donné envie d'aller voir le film, eh bien, courez-y si vous êtes sur Strasbourg ou dans les alentours, puisque ce sera en avant-première, c'est à 20h, c'est ça ? 20h30. 20h30. J'ai fait Ciné-Cité Strasbourg. C'est ça. On y sera, Marilyn sera en sirène. Voilà, vraiment. Allez, là, et puis sinon, ce sera dans toutes les salles le 11 mars, voilà, partout. Au cinéma. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve pour une page sport juste après la pub. Chez Peugeot Strasbourg, à Eunheim et à Ilkirch, venez adopter dès aujourd'hui les moteurs de demain, ou bien repartez avec l'un de nos 250 véhicules d'occasion. Bienvenue dans Top Sport. Au programme ce soir, des chocs au sommet. En handball d'abord du côté de Célestat et puis en foot aussi avec les Chilicois. Et également en hockey avec l'Étoile Noire de Strasbourg, mais aussi et surtout des chocs au sommet lors de la soirée de boxe française à Saverne. Et puis ce soir, nous recevons un athlète spécialiste des courses de demi-fond et de fond. Bonsoir Mohamed Amin El-Bouajaji. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Alors vous réalisez des performances sportives, mais aussi parfois humoristiques. Ça vous va comme description? Ah oui, super. Justement, on va parler de ces différentes performances en deux temps dans quelques instants. Je vous propose d'abord de parler volley féminin avec les Mulhousiennes. Une semaine après leur défaite face aux Cannais, elles affrontaient Cannes. Alors dans un premier set très acharné, hein, elles sont venues à bout des Cannaises en le remportant 31-33. C'est ensuite Cannes qui a pris les devants, qui revient à un partout avec 25-20. Les Mulhousiennes s'accrochent, mais elles ont dû venir à bout de Cannes au tie-break en remportant ce dernier set, le tie-break 12-15. Mulhouse qui est actuellement donc première en tête du championnat, juste devant Nantes. Et puis en handball à présent, après avoir battu Limoges, le SAHB de Célestat accueillait Massy avec la volonté de rester invaincu en 2020. C'est bien parti, Célestat en violet mène dans les premières minutes. Il y a 7-6 après 10 minutes de jeu, mais Massy, un poids lourd du championnat, revient à égalité, 9 partout à la 15e. Célestat creuse à nouveau l'écart et signe une superbe action. Regardez ce 1-2 puis roucoulette de Nati Camara. Je vous propose de voir le ralenti pour se rendre compte que finalement c'est pas une passe de son coéquipier, mais c'est bien le défenseur qui lui renvoie la balle. Les Violets mènent 15-14 à la mi-temps. Un seul but d'écart qui leur laisse peu de sécurité. Après la pause, Massy en profite pour revenir. Les Franciliens sont devant d'un but à la 35e, 16-17. Le match est serré. Célestat égalise à nouveau avec une petite roulade en prime après ce tir à la 44e minute. Il y a 21 partout, mais la défense des Alsaciens est fragile et leurs adversaires vont en profiter pour prendre de l'avance. 2 buts séparent désormais les équipes. Il y a 22-24 à 10 minutes de la fin du match. Célestat ne parviendra plus à revenir cette fois-ci et s'incline avec cet écart de 2 buts sur le score de 28-30. Les Célestadiens qui sont actuellement 10e, je vous propose d'écouter les joueurs, notamment Antoine Gutfreund qui désire rester ambitieux. Écoutez-le. Après une victoire, on regarde en haut et après une défaite en bas, donc c'est les joies de la Pro League. C'est un championnat très serré et il ne faut pas perdre plusieurs matchs d'affilée, sinon on peut vite perdre des places au classement. Mais l'inverse existe aussi, donc il faut être ambitieux et viser plus haut. En football maintenant, en National 2, c'est toujours compliqué pour les 3 clubs alsaciens qui luttent pour le maintien. Après une série de 5 défaites qui les avaient envoyés à la dernière place, ça va un peu mieux du côté du Sporting de Schiltigheim. Il leur fallait confirmer face à la réserve du Stade de Reims ce week-end. Reims, en rouge et blanc, c'est le 5e du championnat et la meilleure attaque. Un bon test pour valider les progrès des Verts ces derniers temps. Le Sporting qui se crée une énorme occasion. La déviation de Gengini offre un caviar à Palmieri. Le gardien sauve et Gengini rate le cadre. Dernier, à la trêve, Schiltigheim s'est offert 4 nouveaux joueurs pour sauver sa peau en National 2. Depuis, les Verts ont enchaîné 2 victoires et un nul. Et même si Reims a quelques situations, dans le jeu, les Alsaciens sont mieux. Et quand ça chauffe, ils peuvent compter sur un bon Guillaume Gauquelin. Juste avant la pause, le centre-tir de Jean-Alain Fanchon aurait pu faire mouche. Et malgré le 0-0 à la mi-temps, il y a du rythme, il y a du jeu et on ne s'ennuie pas.
Si Reims est toujours dangereux, les Verts se font de plus en plus pressants. En contre, Zenke, c'est Rian Constant qui tire sur le gardien. On retrouve l'attaquant chilicois avec ce petit pont sur son défenseur. La suite est moins belle, sa frappe est contrée. Dans les toutes dernières minutes, Constant élimine une nouvelle fois son vis-à-vis et sert Simon Zenke qui cafouille la balle de match. On en reste à 0-0. Le Sporting, qui compte un match en retard, sort de la zone rouge, mais le classement est très serré. Mulhouse, qui a ramené un point de Bobigny, reste relégable. En revanche, Haguenau, longtemps lanterne rouge, poursuit sa belle série. 6e victoire sur les 11 derniers matchs, le FRH est 9e. Un match nul qui sonne plutôt comme un bon point, donc, et qui satisfait les Chilicois. Écoutez tout de suite le milieu de terrain, Paul Perrin. On s'est remis en question, on va dire en décembre. De toute façon, il fallait une grosse remise en question. Après, voilà, on se serre les coudes, on joue ensemble, ce qu'on faisait peut-être pas à l'aller. Mais bon, voilà quoi, on fait des progrès et il faut continuer. Sur le plateau ce soir, un quadruple champion d'Europe par équipe en cross-country, champion de France dans la même discipline et champion de France sur 3000 mètres à seulement 22 ans. Merci d'être avec nous, Mohamed Almin El Bouajaji. Alors, vous faites partie des quelques Alsaciens qui peuvent prétendre aux prochains Jeux. C'est un rêve, une réalité quand je vous dis ça? C'est plus un rêve. C'était un rêve en début de saison et ça va devenir une réalité en fin de saison, j'espère. En tout cas, j'ai ma course à Monaco. Ma performance me permet de pouvoir viser ces Jeux Olympiques et donc c'est ce que je vais faire. Vous êtes confiant, sûr de vous, votre entraîneur aussi, écoutez-lui. Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'on a toutes les échéances qu'on avait prévues depuis cadet, elles sont respectées. Et là, actuellement, il est vraiment dans la dynamique qu'on s'était imposée en senior, à partir de senior première année. Et là, je pense que il n'y a même pas à douter, il va réussir son objectif. Il va aller aux Jeux Olympiques. Aucun doute pour lui aussi. Alors vous rentrez d'un mois de stage au Kenya. Pourquoi être allé là-bas alors pour s'entraîner? Il faut savoir qu'on s'entraîne énormément, on s'entraîne 2 fois par jour. On est quasiment des fois à 200 km semaine. Et la concurrence, elle est très très rude et on a besoin d'optimiser nos performances. Donc on part en altitude pour pouvoir développer plus de globules rouges et d'augmenter l'endurance. Que les globules rouges, c'est ce qui permet de transmettre, faire circuler plus facilement l'oxygène dans le sang. Exactement. Et puis au Kenya, pourquoi au Kenya et pas ailleurs? Parce que justement, au Kenya, il y a une densité, c'est un peu la Mecque du demi-fond. Et il y a une densité qui est énorme et ça permet de pouvoir se jauger aux meilleurs mondiaux. Et vous en ressentez déjà les bienfaits, c'est immédiat ou comment? En fait, les 3 premiers jours, quand on redescend d'altitude, on n'a pas les effets, mais on peut être plus ou moins bien. Et ça m'a permis de réaliser une super performance à Monaco. Ensuite, du 3e au 10e jour, on se sent un peu moins bien parce que c'est dans cette période-là que justement le corps va produire des globules rouges. Et puis après, du 10e à la suite, c'est là qu'on va commencer à vraiment se sentir bien et avoir les effets de l'altitude. Vous parlez justement de Monaco, vous pouvez nous rappeler le timing pour le 5000 mètres? Donc j'ai réalisé mon premier 5 km sur route et même mon premier 5 km tout court et j'ai réalisé 13,28. Et donc je bats l'ancien record d'Europe de Julien Wanders qui était de 13,29. Et alors pourtant c'était pas votre discipline phare, si on peut dire ça comme ça, sur laquelle vous étiez le plus entraîné, vous étiez plutôt sur du 1500 jusqu'à présent? Le 1500 ça a été pour combler certaines lacunes que j'avais en vitesse. Donc ça a été un choix de mon entraîneur de travailler pendant un certain laps de temps mes points faibles. Et maintenant, je retourne sur mes qualités premières qui sont, entre guillemets, les courses un peu plus longues comme le 5 km, plus tard le 10 000 et peut-être le marathon un jour aussi. Alors vous êtes rentré du Kenya, vous avez enchaîné avec ce 5 km à Monaco. Et puis les entraînements continuent, s'enchaînent. Mathieu Chanvillard s'est justement rendu à l'un de vos entraînements ce week-end. Alors, c'était quoi? 3 fois 1500 et 3 fois 300, d'après ce qu'il m'a dit. Alors, c'est pas 2 fois 300. Alors, regardez les images, c'est pas toujours évident, pas toujours tout beau, le sport. Voilà, c'est des fois dur. C'est toujours comme ça? Ah oui, c'est toujours comme ça. En athlétisme, le demi-fond, c'est un sport ingrat. C'est un sport où il faut apprendre à se faire mal soi-même. Mais c'est ce qui est beau, c'est que l'entraînement, le travail, il est tellement dur que quand on réalise un objectif, moi par exemple après ma course à Monaco, dès que j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai pleuré tout de suite. Parce que c'est tellement dur, on fait tellement de sacrifices que quand on arrive au bout de cet objectif, c'est juste incroyable. Alors on continue à parler athlétisme avec vous, notamment sur les prochaines échéances et puis également sur ce qui se passe un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, je vous propose de parler du hockey, Anna.
Voilà, et Mulhouse commence demain à Amiens. Ses playoffs et à l'étage du dessous en première division. Strasbourg avait encore une petite chance de jouer les phases finales. Pour cela, il fallait impérativement battre Caen. C'était ce samedi à l'Iceberg. Les Strasbourgeois n'avaient pas leur destin en main, mais avant de regarder les résultats des autres, il fallait faire le boulot sur leur glace en dominant Caen, 3e du championnat. Les Alsaciens qui terminent fort la saison avec 4 succès lors des 5 derniers matchs et qui vont ouvrir la marque en profitant d'une double supériorité numérique grâce à Yann Pardavi. L'Étoile Noire qui double même la mise 2 minutes plus tard. Malgré un angle fermé, l'Espagnol Alejandro Burgos trouve la faille. Devant, tout va bien et derrière, Jadlowski veille au grain, 2-0 à la fin du premier tiers. Dans le deuxième, personne ne marque malgré un paquet d'occasions. Et les supporters alsaciens peuvent rêver d'un scénario où leur équipe gagnerait ses 2 derniers matchs et profiterait des défaites de ses concurrents. Mais Caen est toujours dangereux, Msumbu fait tout le boulot, contourne la cage strasbourgeoise et offre un caviar à Lou Benoît, l'ancien de l'Étoile Noire. 2-1, les Strasbourgeois vont trembler jusque dans les dernières secondes et cet ultime arrêt de Jadlowski. L'Étoile Noire s'impose 2-1, mais en vain, devant Nantes a gagné et restera hors de portée. Les Strasbourgeois ne verront donc pas les playoffs. Leur 11e place est même pour l'instant synonyme de poule de maintien que jouent les 4 derniers. Une victoire à Tours lors de la dernière journée pourrait leur permettre de se maintenir s'ils accrochent la 9e ou la 10e place. Les Mulhousiens débuteront, eux, les playoffs avec les quarts de finale en début de semaine à Amiens. Les matchs 3 et 4 se joueront ensuite à Lilleberg vendredi et samedi. Une page de boxe à présent, boxe française ou savate, avec une grande soirée à Saverne. Le COSEC des Dragons accueillait les quarts de finale des championnats de France. 16 combats étaient au programme avec des tireurs venus de toute la France. 8 chez les filles, 8 chez les garçons, tous très engagés et une salle comble avec plus de 500 personnes. On rappelle qu'en boxe française, on touche avec les pieds et les poings dans des combats assez rapides, en 5 reprises de 2 ou 3 minutes. Les tireurs venaient de toute la France. 3 Alsaciens étaient en lice, 2 à Saverne, pour essayer de rejoindre Aziz Efdalaoui, qui lui était sur le ring à Agen. Le premier des 2 Alsaciens en lice est David Stephen, 28 ans en moins de 75 kilos, champion d'Alsace et de l'Est, licencié au club de Val-de-Moder. Il était presque à domicile. David Stephen était opposé à un sacré client, le jeune Théon Adedey, en blanc, champion du monde junior et champion de France Élite B. L'Alsacien a souvent été bousculé par le jeune membre de l'équipe de France dans un combat sans temps mort. Dans la deuxième reprise, l'Alsacien est touché au nez par un uppercut et mis hors de combat. Grosse déception pour lui. Du coup, tous les espoirs alsaciens reposaient sur le dernier combat de la soirée, celui du tireur de Saverne, Jean Nugel. Il est près de minuit quand il monte sur le ring en moins de 80 kilos. Lui aussi, pas forcément favori face à Jimmy Garnois. Là aussi, le combat est très engagé dès le début, mais dans la deuxième reprise, Jean Nugel est surpris une première fois par une droite. Touché, il ne voit ensuite pas venir une deuxième quelques instants plus tard, qu'il envoie violemment un tapis et le met hors combat. Après quelques instants de stupeur dans toute la salle, il se relèvera sans trop de mal, réconforté par son entraîneur qui est aussi son père. Pas de demi-finale donc pour les 2 Alsaciens du jour. Seul Aziz Efdalaoui, l'ancien champion du monde, représentera la région en demi-finale le mois prochain. Et puis tout de suite, Marine, vous nous emmenez dans le vestiaire de... Alors Mohamed Hamid, déjà je voulais vous remercier, merci parce que vous alimentez une partie de l'émission chaque semaine quand même, et ce depuis plus d'1 an. Depuis votre première venue sur notre plateau, c'était donc en 2018 avec la découverte de certaines pépites sur votre compte Instagram, regardez. Wallah, ils sont plus lents qu'une coccinelle qui fait un striptease devant un arrêt de bus. C'est comme si maintenant tu viens dans une salle de boxe, il y a un ring, il y a 2 mecs qui sont déjà en train de s'entraîner dedans, toi tu montes dedans, tu fais ton entraînement, qu'est-ce qui se passe? Tu les gênes, et ben nous c'est pareil, sauf que c'est plus grand. Le pire, les amis, c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui vont venir me parler, vont me dire ouais, mais Momo, je trouve que t'abuses. Je veux dire, une piste, ça fait 8 couloirs. Si t'arrives à trouver les bons centimètres et la bonne encoche, tu te décales normalement et c'est bon, le tour est joué, quoi. L'ingénierie que demande le peuple. Alors celle-là, c'était, elle n'existe plus, hein. C'était il y a plus d'1 an. Les vidéos maintenant sont quand même un peu plus pro, faut le dire, et puis encore plus drôles. C'est comme dans tout, on évolue, on commence avec un peu de moins bonne qualité, et puis on apprend le métier aussi, entre guillemets. Et puis entre-temps aussi, vous avez augmenté vos nombres d'abonnés, vous êtes à plus de 13 000 actuellement. Vous savez combien vous étiez quand vous étiez venu il y a 1 an à peu près? Peut-être à 3 000, un truc comme ça.
Ouais, ça a monté super bien. On se professionnalise un maximum, on grandit, on mûrit et puis on fait les choses de mieux en mieux. Donc c'est super que ça plaît aux gens en fait, de savoir qu'on n'est pas que sérieux dans l'entraînement, dans le travail. Bien sûr qu'on est hyper rigoureux, mais que dans la vie de tous les jours, on sait rigoler aussi et qu'on sait faire autre chose aussi. Alors ça, c'était les vieux dossiers. Je vous propose de regarder ce qui est un petit peu plus récent. Alors, je vous décris la vidéo. Kevin, 19 ans, une enfance compliquée et 2 ans de prison, a décidé de se consacrer à son unique passion, héros arrière. Ouais, je suis la famille, vas-y. Aujourd'hui, on a Ethan, c'est Kevin, représente 67-200, Boulogne sur Albert, Boile 2, parce que Boile 2, voilà, c'est le quartier le plus chaud de France. C'est-à-dire que t'as le choix, soit tu fais un frein normal, frère, soit il te donne le frein à disque, voilà. Et si tu veux, tu peux même tatouer FIFA dessus, voilà. Tu le mets ici, et là, t'as les freins à disque, wesh. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer comment on fait un tuto pour faire un vélo en Y. Comme ça, quand il y a des meufs, voilà, tu pourras draguer, frère. Ah, elle va te faire un bisou comme ça. D'abord, c'est simple. Tu roules vite, comme si t'esquivais les schmitts, d'accord? Et après, tu tires fort sur le guidon, comme ça, tu fais la roue arrière. Attends, je te remonte, attends, bouge pas, je t'ai dit. Attends, voilà, comme ça, t'as vu? Oh là là. Alors, celle-ci, comme beaucoup d'autres, elle a été tournée au Kenya. C'est quoi, vous vous ennuyez entre les entraînements ou c'est une manière de s'occuper? On s'entraîne 2 à 3 fois par jour. S'entraîner, 2 à 3 fois par jour au Kenya. Et quand on avait des journées de repos au Kenya, c'est pas comme ici, on n'a pas beaucoup de choses à faire, à part rester dans son lit et se reposer. Donc ouais, ça me permettait de faire passer le temps et faire rigoler les abonnés. Et puis justement divertir ma communauté, entre guillemets. C'est une façon aussi de garder le contact avec votre public. Je sais pas si vous avez vraiment l'occasion de les croiser au quotidien. Ouais, bien sûr, je reçois énormément de messages de soutien. Et puis quand on est sur des lieux de compétition, il y a beaucoup de demandes de photos. Et puis ça fait plaisir de recevoir des messages qui disent que certains me considèrent comme un exemple dans un domaine ou dans un autre. Donc voilà. Alors vous rappez aussi, alors on n'a pas le temps de tout diffuser, mais pour les curieux, je vous invite à aller voir son compte Instagram. Mais qu'est-ce que vous ne savez pas faire en fait? Moi je fais tout, j'adore la musique, j'adore le sport, j'adore le cinéma. J'aimerais bien me lancer un jour, pourquoi pas. Donc ouais, j'aime bien la créativité, voilà, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que, justement, comment est-ce que vous vivez? Vous avez 22 ans, en quelques mots, comment est-ce qu'on arrive à se rémunérer et qu'on est athlète de haut niveau? Quand on est dans l'athlétisme, c'est souvent, on passe de rien à tout. Il n'y a pas vraiment de transition. Donc on est souvent aidé par des sponsors, des subventions de la région, tout ça, etc. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est à la recherche d'accompagnement pour la préparation des Jeux Olympiques de 2024, pour nous aider à justement optimiser la performance en partant justement plus régulièrement en stage en altitude pour pouvoir justement arriver au JO de 2024 à la maison à Paris pour chercher une médaille d'or. Avis alors à ceux qui nous écoutent et puis qui s'intéresseraient à sa carrière. Merci d'avoir été avec nous. On suivra toutes vos péripéties encore sur les réseaux. Et puis à bientôt. Puis bon courage pour les Jeux. Beaucoup. On espère pouvoir vous y voir là-bas. Tout de suite, c'est l'heure de Grain de sel. Bonne soirée. Il y a quelques années, vous vous souvenez, j'ai déjà tourné une émission Grain de sel avec Nico à Strasbourg. Depuis, j'ai déménagé dans une maison emblématique et historique à Colmar. Je suis Éric Girardin, le Girardin Colmar. Bon Éric, on va cuisiner quoi ensemble? Alors là, on va faire une recette de mon menu végétal. D'accord. Voilà, avec radis et agrumes. Toi, tu commences par quoi? Les radis blancs. On va le portionner. Marche bien ça, ce menu végétal? Ah ouais. On est sur du végétal, hein. On n'est pas sur végétarien ou vegan. Ouais. On ne s'interdit pas un fond de sauce, un jus de veau ou un fumet de poisson. Je vais chercher une poêle et puis je vais les mettre et puis on va les faire cuire. Et tant qu'ils cuisent tranquillement, on va pouvoir aller préparer les suprêmes d'agrumes et réaliser les zestes de citron. Pour les zestes, on l'économe et par contre, on va enlever vraiment la partie blanche pour éviter que ce soit trop amer. Et puis après, je te laisse faire. Fin. Nouvelle aventure ici. Le restaurant Girardin, ça fait combien d'années? Ça va faire 5 ans bientôt. Ouais. Ça passe. Très vite. C'est de la folie. Ouais, tu pars de Strasbourg pour Colmar. Nouvelle aventure. Nouvelle aventure. Ouais.
13 ans d'étoile d'ailleurs, hein, à Strasbourg. Ouais, on est arrivé ici, on avait 3 employés, 3 intérims, mais là on est 35. Voilà, moi j'attaque pour les suprêmes alors. Donc on va retirer les segments du fruit. Et ce qu'il y a, c'est qu'après on va vraiment presser le jus, ce qui reste, puis on va récupérer pour faire notre petite sauce d'agrumes, où on va faire une réduction. Suprême d'orange, on a gardé le jus, on va faire pareil avec le pamplemousse. Alors j'aimerais bien qu'on parle aussi d'une chose qui a fait beaucoup parler aussi au restaurant, le Gérardin. C'était ces sortes de cocons très privilégiés quelque part. C'est un autre son, c'est vraiment insonorisé. C'est déconnecté. Voilà, donc pareil, on récupère le jus et puis... À l'ancienne quoi. Voilà, à l'ancienne. Donc là, on laisse réduire notre jus d'agrumes. On fait confire nos zestes, vraiment que ça devienne sirupeux. D'accord. Et là, nos zestes, on les a blanchis avant. Ouais. Et donc là, avec un petit sirop, puis on va les laisser confire 15 minutes tranquillement. D'accord. Voilà, donc le radis noir, moi je vais le passer à la trancheuse. Pourquoi tu le fais pas au couteau du coup? C'est bien régulier. Ouais, ok. Donc là, je le laisse cru. Et on va juste, au dernier moment, le badigeonner d'huile d'olive. D'accord. Et un peu de fleur de sel. Et pourquoi tu as un Et un peu, je te montrerai tout à l'heure. C'est pour le montage de l'assiette. Donc suprême pamplemousse, suprême orange. Je vais chercher ma sauce agrumes. Une fois qu'elle est réduite, on arrive à ça. On va la mettre de côté. Donc là, on a les zestes confits, là, eau et sucre. Après avoir été blanchis, on les a blanchis un petit peu les citrons pour enlever un peu d'amertume. Et là, tu les as laissés confire combien de temps? Une bonne demi-heure. D'accord. J'ai fait des pickles de radis rose. Moi, je mets un peu de vinaigre, sucre, puis après des épices taillées en rondelles. Tu mets ça dans un bocal et tu verses ton vinaigre chaud, ça cuit tout seul avec le vinaigre. Puis on va mettre aussi un peu de kumquat. Il y a de l'acidité, mais aussi un peu une légère amertume pour équilibrer. Et donc ça, on va l'associer avec le pickles. D'accord. Et donc là, on badigeonne rondelles de radis avec l'huile d'olive, fleur de sel de Maldon. C'est naturel, tu vois, c'est vraiment les éclats. Incroyable. On va finir la cuisson du radis, un peu de beurre et un petit peu de miel. On va le colorer légèrement et le lustrer. On passe au dressage. Nos pickles, nos tranches de kumquat. Je vais positionner le radis glacé. Juste avant, je vais mettre la sauce. Après, on va prendre nos radis et la petite incision. Voilà. Et là, on a fait un petit condiment citron. Après, on va positionner nos agrumes. On va mettre les petits zestes confits aussi dessus pour apporter un petit peu de rondeur. Qu'on ne soit pas que sur l'acide. Les petites pousses, tu vois, avec la coriandre, petites pousses de coriandre. Et on va finir par zester le citron vert et un petit tour de moulin de timut. Très bien. Le poivre côté pamplemousse agrumes. D'accord. Et donc Nico, voici l'assiette, premier plat de mon menu végétal du restaurant Gérardin. Voilà. Et surtout, ne soyez pas sages.